C'est une copropriété parce qu'il y a des parties qui se mélangent les unes avec les autres et c'est pour ça qu'on a une copropriété. Donc le modèle n'est pas copropriété coopérative, le modèle c'est achat en personne physique ou achat en société. Et achat en société, c'est pas non plus toujours des coopératives. On peut très bien imaginer un habitat groupé en ASBL ou depuis pas très longtemps en fondation. En Belgique, on a créé des fondations, comme la fondation Baudouin. Mais on peut très bien mettre un habitat groupé, j'en parlerai un peu tantôt si j'ai encore le temps, en fondation. La grosse différence essentielle, et vous me poserez des questions plus tard, et j'essaie d'aller à l'essentiel pour vous faire comprendre, c'est que dans une société, on évite le réflexe grégaire du propriétaire. Lorsque l'on est en copropriété, on n'échappe souvent pas au réflexe grégaire du copropriétaire. C'est-à-dire qu'à l'occasion de tous les événements de la vie que j'ai cités, la faillite, le divorce, le décès, le changement de vie, la dispute, on s'en réfère pour finir à ses droits individuels. On est individuellement propriétaire de quelque chose. On est individuellement propriétaire de sa maison ou de sa partie privative. Et très vite, les conflits prennent de l'ampleur parce que chacun a des droits immédiats. Il est propriétaire de son bâtiment. Il le vend à qui il veut. Même à quelqu'un que les autres ne veulent pas. Il le loue à qui il veut, même à quelqu'un à qui les autres ne le veulent pas. On ne sait pas mettre fin facilement à un conflit, puisqu'on ne sait pas expulser, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, quelqu'un. On ne sait pas non plus toujours arbitrer entre le mari et la femme qui se disputent le bâtiment, l'un venant ouvrir le bâtiment pendant que l'autre n'est pas là, ou l'autre venant occuper de force. On ne sait pas résoudre ça, puisqu'on est dans le champ de la propriété privée. Chacun fait, comme on dit, son lit comme il se couche. Ben ça, c'est le réflexe grégaire du propriétaire. Si j'ai envie de mettre des bardages, je mets des bardages. Si j'ai envie de changer mon système d'évacuation, je change mon système d'évacuation. Alors, le notaire Yerneux vous expliquera tantôt qu'en copropriété, on peut bien sûr essayer d'organiser ça, parce qu'on appelle l'acte de base. Mais c'est pas simple. Parce que fondamentalement, on ne sait pas changer la nature des choses, je reste propriétaire individuellement. On peut par exemple dire, si tu t'en vas, je te rachète. Enfin, c'est bien, mais il faut pouvoir acheter. Imaginons un habitat groupé de 5, il y a une dispute entre un des 5 et les 5 autres, est-ce que les 4 autres vont être capables de racheter le bien du 5e? Peut-être que oui. Enfin, les biens, ils montent de valeur entre ce qu'on achète au début qui vaut parfois pas très cher parce qu'on l'aménage. Ça a été le cas à Saint-Denis. Saint-Denis valait 12 millions de francs belges il y a 30 ans. Aujourd'hui, il en vaut à peu près 350 ou 400 millions si on fait des valeurs comme ça à la louche. Pourquoi? Parce que sur 30 ans, les biens immobiliers, ils ont évidemment changé de valeur. Et puis surtout, sur 30 ans, on n'a pas cessé de faire des travaux dans ces bâtiments. Hein, c'était des ruines, on en a fait des logements. Donc en copropriété, c'est compliqué. Alors, c'est quoi les avantages de la coopérative? Ou c'est quoi les avantages des structures? Ça peut être une ASBL, ça peut être une fondation. Le premier avantage, c'est qu'on n'est pas véritablement propriétaire de son lot. On va avoir des droits sur son lot, j'y reviens tantôt. Mais on n'est pas véritablement propriétaire. On n'a pas une liberté de disposition personnelle absolue. C'est ça la différence. À savoir que la coopérative va édicter des règles de fonctionnement. Par exemple, les entrées vont être soumises à un vote à une majorité particulière. L'exclusion est possible. Si vraiment quelqu'un déconne et fait vraiment le con, on peut l'exclure. On peut également régler les périodes d'attente. On peut régler les périodes de location, enfin d'occupation. Un couple se dispute, on prévoit dans les statuts, c'est le cas à Saint-Denis, on ne va évidemment pas rentrer dans le conflit de couple, que le juge dise qui peut habiter, mais que si au bout d'un certain temps ça finit par entraîner des problèmes, c'est la coopérative qui décide lequel des deux exerce les droits, temporairement, en attendant. Donc on a une base, je dirais juridique, le contrat de société, qui permet effectivement de réguler ces différents problèmes. C'est très très précieux. On a un deuxième avantage qui n'est pas négligeable, c'est que personne n'étant propriétaire de son lot n'est pas saisissable. Imaginez les faillites, eh bien le curateur ne vient pas vendre en vente publique le bien à n'importe qui. Parce qu'un projet d'habitat groupé dont le notaire arrive, le huissier de justice arriverait, le notaire après, pour vendre en vente publique à l'encan au premier venu,
croyez bien qu'à Saint-Denis, on aurait eu des dancing, des restaurants ou de je ne sais pas quoi, parce que le site est tellement attractif que, évidemment, récupérer la grange aux Dîmes, hein, un bâtiment moyenâgeux comme on peut imaginer, ça aurait intéressé plus d'une personne. Ce n'est pas possible puisque c'est la coopérative. Donc il n'y a pas de césabilité individuelle. Il y a également une capacité d'emprunt collectif. Ce n'est pas chacun qui va faire éventuellement un emprunt. On va voir après que ça peut créer des difficultés. Je suis dans les avantages. Mais on va aussi pouvoir faire des emprunts collectivement. Quand l'abbaye a acheté, enfin la coopérative a acheté l'abbaye, c'est un prêt commun à la coopérative qui a été fait. Donc on a une structure juridique commune. On ne sait pas faire ça avec une copropriété. Une copropriété a une personnalité juridique, mais ne pourra qu'avoir une capacité d'emprunt relativement limitée. On aura une, mais limitée. Donc, surtout, ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est qu'on est obligé, structurellement, de se parler. Il y a des assemblées générales, il y a un comité de gestion, il y a une structure, on met après les noms qu'on veut, hein, l'imagination est au pouvoir quant à la manière de faire. Mais il y a une obligation régulière de se concerter. On n'est pas comme en copropriété, où en réalité les seuls objets de la concertation, c'est comment on partage les charges. Si vous regardez un acte de base, la seule légitimité à l'Assemblée générale des copropriétaires, c'est est-ce qu'on remplace les ascenseurs, est-ce qu'on remplace les radiateurs, est-ce qu'on remplace... Hein, c'est comme dans toutes les copropriétés. Il n'y a pas de légitimité statutaire dans une copropriété à dire on fait des fêtes, on fait des activités communes, on fait les feux de la Saint-Jean. Oui, on peut le faire en même temps, ce n'est pas interdit de le faire. Dans une coopérative, ça peut être un ordre du jour qui entraîne des décisions qui sont obligatoires pour tout le monde. Donc, modèle relativement satisfaisant, parce que modèle intégré, modèle coopératif, on n'est pas du tout obligé d'avoir un système de quotité. Dans un système de copropriété, le poids de chacun est représenté par les quotités, par les 10 millièmes, hein, c'est-à-dire par la proportion que représente son bâtiment dans l'ensemble du bâtiment. Avec ses calculs d'apothicaire, ah oui, tu as une corniche, ça fait un 10 millième de plus et un 10 millième de moins, ce qui est déjà une première source de conflit quand on fait l'acte. Hein. Dans une coopérative, non. On peut avoir un homme, une voix. Chez nous, c'est un homme, une voix. Chacun a des lots, j'explique comment dans 2 secondes, mais c'est un homme, une voix. Donc on a un système tout à fait démocratique, entre guillemets, qui permet effectivement de sortir, de séparer l'influence que quelqu'un peut avoir dans la gestion collective de la propriété qu'il a. Or, il n'y a pas d'habitat groupé que je connaisse dans lequel il n'y a pas de différence entre les lots. Il y a des petits lots, des grands lots, des lots très confortables, des lots moins confortables. Enfin, souvent, les initiateurs ont une envie de se réserver le lot qui leur plaît le mieux. Ça ne veut pas dire que les derniers, ce n'est pas des bons lots, mais c'est souvent pas les mêmes. Hein, c'est une réalité, pas se cacher derrière son petit doigt, comme on dit, ce n'est pas vraiment utile. Donc ça, c'est les avantages. Il y a quelques inconvénients de se mettre en société qu'on peut solutionner. C'est ce qu'on fait à Saint-Denis, et je vais essayer de vous donner quelques indications, même si je n'ai qu'une demi-heure. Ça a quelques inconvénients. Alors, le premier inconvénient est d'abord un avantage, mais après c'est un inconvénient. C'est que quand je cède mon lot, je cède des parts. Parce que je cède des parts, il n'y a pas de droit d'enregistrement. Donc à chaque session, on évite légalement, il n'y a pas de discussion possible, les droits d'enregistrement. Ça coûte 12,5% pour faire court, enfin 15% avec les frais de notaire ou 14% avec les frais de notaire, de moins à chaque session. Ça, c'est évidemment particulièrement intéressant. Mais il y a un inconvénient, c'est que je ne suis pas comme tel propriétaire du bâtiment. Je suis propriétaire des parts. Et donc, j'ai une difficulté pour hypothéquer le bâtiment que je vais vendre. Je n'ai pas de difficulté pour hypothéquer au début, quand je crée l'habitat groupé en coopérative, je fais un emprunt à la banque finance la totalité du bâtiment, les 20 logements, et prend une hypothèque sur les 20 logements. Pas de problème. Enfin, je vends au suivant. Le suivant, à qui doit-il payer? Pas à la coopérative, à moi, mais pas. Si le prix du bâtiment a sérieusement augmenté, parce que j'ai fait des travaux, ben, le prix, c'est un montant qui peut avoir une certaine importance. Eh bien, à ce moment-là, on ne sait pas hypothéquer les bâtiments de la société,
Parce que vous n'êtes pas propriétaire des bâtiments de la société, vous êtes propriétaire des parts de la société. Donc ça, c'est un inconvénient. On peut le résoudre. Il y a un deuxième inconvénient, qui est que quand la coopérative vendra son bâtiment plus tard, à la fin, parce que personne n'est éternel sur Terre, hein, pas plus vous que moi, je peux mourir dans 2 secondes, c'est possible. Coopérative, un habitat groupé, beaucoup meurent quand même. J'ai connu beaucoup depuis 30 ans d'habitats groupés, souvent en copropriété, qui ont eu des difficultés, parce qu'ils sont mal passés à travers ces mailles de ces difficultés de la vie. Alors si ça s'arrête, en copropriété, on revend, il n'y a pas de taxation. Parce qu'en personne physique, on n'est pas taxé sur la plus-value, donc l'augmentation de valeur, que l'on réalise lorsqu'on vend son immeuble. Vous achetez une maison à 1 million, vous la revendez 2 millions 2 mois plus tard, 0 de taxation. Enfin, je fais court parce que c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas le but de faire compliqué. Par contre, en société, j'achète 1 million, je revends 2 millions, je dois payer 33% sur 1 million. Encore une fois, pour faire court et pour aller à l'essentiel. C'est donc aussi un inconvénient. Alors ces inconvénients, on doit les résoudre. Et les formes modernes de coopératives ou de fondations, on va revenir après là-dessus, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous habitez dans un habitat groupé, on voit bien la coopérative a beaucoup d'avantages, mais si on ne fait rien, très vite, parce que le réflexe grégaire de propriétaire, vous l'avez tous comme moi, on l'a hérité de nos parents, de nos grands-parents et de Napoléon, et avant Napoléon, je ne sais pas de qui, on est tous au fond de nos tripes, l'idée que la brique, on la veut dans le ventre. Elle est à nous, la brique. Hein, je veux dire, on n'aime pas trop quand la brique n'est pas à nous. On n'est pas du tout collectiviste, en fait, dans notre culture. Ça veut dire que j'ai du papier, qui est une part de coopérative. Allez, prenons à Saint-Denis, ça vaut 300 millions. J'ai 30 parts, peu importe, je ne sais pas combien j'en ai, mais peu importe, 30 parts. J'ai donc un 30e ou un 20e du truc. Mais j'ai des parts, j'ai du papier. Du papier dont on me dit qu'on peut m'exclure. Ça ne m'arrange pas trop. Donc on va prendre des sécurités. Ces sécurités, c'est quoi? C'est que l'on va donner dans les statuts à celui qui a des parts un droit. Un droit que, sans être juriste, on comprend bien. Un droit d'habiter dans un lot. C'est facile à comprendre, c'est évident. Si j'appartiens à un habitat groupé, c'est pour habiter. C'est pas pour être actionnaire. Je ne suis pas actionnaire de Total, je raconte Total, mais avec des actions de Total. Quand j'ai des actions de Total, je ne peux pas aller habiter à la Défense, dans la tour de Total. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai des actions que je peux aller habiter. Donc ça ne change rien d'avoir des parts de coopérative. Ça ne me donne rien. Il faut prévoir quelque chose en plus. Et ce en plus, c'est le droit d'habitat. On va donc mettre dans les statuts que quand j'ai les parts B2 à B3 à B5, peu importe, j'ai le droit d'habiter le lot B. Et le lot B est identifié dans les statuts comme étant l'appartement au-dessus de la grange, ou peu importe. Là, c'est clair. Ce droit d'habitat, c'est un droit du Code civil. C'est un droit de propriété. C'est un droit organisé par le Code civil. C'est l'idée que vous devez retenir, qui est très peu connue, parce que c'est un très vieux droit, je ne sais pas si les notaires dans la salle, mais que les notaires n'aiment pas. Parce que ce n'est pas totalement un droit classique. Ce n'est pas un droit de propriété. C'est quoi le droit d'habitat? C'est le droit que donnait un papa à un de ses enfants d'habiter dans sa maison tant que le fils vivrait. Hein, je suis vieux, je dis à mon fils, eh bien, je vais te donner le droit d'habiter chez moi, parce que je ne sais pas où tu vas vivre, mais c'est toi, personnellement. C'est un droit personnel, le droit d'habitat. On dit c'est Yves Brulard qui a le droit d'habitat, c'est que moi qui peux l'exercer, enfin Yves Brulard, qui on veut, on désigne, mais ce n'est un droit personnel. Mais c'est un droit réel, c'est-à-dire que c'est un droit qui peut être transcrit à la conservation des hypothèques. Et parce qu'il peut être transcrit à la conservation des hypothèques, il vous donne en fait mieux qu'une vraie propriété. Pourquoi mieux qu'une vraie propriété? Parce que c'est la même chose qu'une propriété. Je peux rester dans les lieux, c'est à moi, ce droit d'habitat, c'est un droit sur lequel je peux l'hypothéquer, chose importante, c'est un droit qui a une valeur, mais c'est aussi un droit dont on ne peut pas me saisir. C'est un droit insaisissable. Donc c'est un droit qui, pour un habitat groupé, est particulièrement intéressant, parce que la propriété de chacun ne peut pas être collectivisée, captée, saisie par un tiers. Quelqu'un de nous est tombé en faillite, c'est arrivé chez nous, ben, le curateur, on lui a dit, c'est bête, monsieur X, Frédéric il s'appelait, il a 23 parts,
à la valeur nominale des statuts, parce que les statuts peuvent dire qu'on rembourse les parts à la valeur nominale, ça vaut 1000, s'il vous plaît, 1000. Ah oui, mais il a droit à un bâtiment qui en vaut 5000, peu importe, je ne sais plus les valeurs. Ah ben non, le droit d'habitat appartenant à Frédéric, on ne peut pas le céder à quelqu'un d'autre. Vous n'avez donc droit qu'à 1000, terminé. Les statuts peuvent évidemment dire que ces règles, on fixe à la valeur nominale, c'est pas vrai pour les héritiers. C'est pas vrai pour quelqu'un qui est exclu. Prenons à Saint-Denis, si on m'exclut, que je suis méchant, eh bien, on me paiera la valeur réelle du bien. Comment est-ce qu'on me paiera la valeur réelle du bien? On dira, on va d'abord essayer de trouver un nouveau coopérateur. Ce nouveau coopérateur, si on l'agrée, c'est ça l'avantage, on va l'agréer. J'ouvre une parenthèse, à Saint-Denis, nous avons eu des candidats qui étaient des véritables promoteurs immobiliers, qui sous couvert d'être gentils pendant un temps, cherchaient à faire un bon coup immobilier. Donc les processus d'agrément, par exemple, à Saint-Denis, sont relativement lents. Les gens viennent une fois, deux fois, trois fois. Moi, par exemple, quand j'ai dû rentrer, je crois que je suis venu pendant 2 ans à l'Assemblée Générale, donc c'était un peu long. Enfin, il y avait des raisons parce que le bâtiment que j'allais occuper n'était pas encore libre, mais on apprend à se connaître. Et donc, il y a un agrément. Quand il y aura quelqu'un, eh bien, on te remboursera la valeur de tes parts. Et donc, le système se régule à travers le phénomène d'agrément et de la coopérative. Alors, pour respecter un peu le timing, sinon on va m'interrompre, encore 2-3 choses. On peut se mettre en coopérative, on peut se mettre en fondation. À Saint-Denis, on est en train de mettre une partie du patrimoine commun, c'est 20 hectares, en fondation. L'avantage de la fondation, c'est qu'elle n'appartient à personne. C'est qu'elle n'appartient pas à des membres. Il n'y a pas de membres d'une fondation. Il y a des actionnaires de coopératives, des coopérateurs, ils ont des parts, mais dans une fondation, il n'y a qu'un conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gens qui décident dans l'intérêt commun qui est l'objet de la fondation. L'avantage, c'est que jamais le patrimoine commun ne peut retomber dans un patrimoine privé. Pour dire les choses, dans une coopérative, qu'est-ce qui empêche à Saint-Denis qu'une majorité prenne le pouvoir et dise on dissout et on vend? Rien. C'est possible. C'est une société. Il est donc possible qu'une majorité décide qu'on dissolve. Dans une fondation, c'est impossible. Il n'y a pas d'associé. Donc on utilise des fondations, c'est le cas à Saint-Denis sur lequel on a travaillé, pour les parties communes. Les parties d'un site tellement exceptionnel qu'on n'a pas envie que même des individus ne puissent provoquer la sortie d'indivision, ne puissent provoquer le fait de casser. Bon, l'abbaye de Saint-Denis, c'est une vieille abbaye. On peut imaginer qu'il reste des logements séparés en copropriété, mais que l'ensemble du site soit fractionné et vendu en vente publique. Ah, il y a des vergers, il y a des bois, il y a des rivières, enfin, que tout ça soit vendu, on ne veut pas. Donc on peut structurer les habitats groupés en fondation, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait intéressant. Ça va donner une pérennité évidemment relativement grande. Alors, dernier mot peut-être avant vos questions, la coopérative, enfin 2 derniers mots. Premier mot, il faut faire les choses avec beaucoup d'intelligence. Parce que, certes, le phénomène d'un acte de copropriété est plus facile à rédiger. Honnêtement, vous prenez un modèle de base, pas pour sous-estimer le travail des notaires, vous l'adaptez, et globalement, vous avez un acte de base voilà, c'est assez simple. Le problème, c'est que beaucoup d'habitats groupés en copropriété finissent par avoir des difficultés. Parce que les uns et les autres n'y trouvent pas leur compte, qu'on peut vendre à n'importe qui dans les faits, et que ça dilue le système. Faire des statuts de coopérative résout ces problèmes-là, mais à condition de bien les écrire, de particulièrement être attentif à toutes les questions que j'ai survolées, notamment à l'aspect fiscal. Je dis ça parce que je connais une coopérative qui m'a téléphoné, pas la cité, peu importe, qui est taxée, où les habitants, qui sont forcément administrateurs de leur coopérative, habitent dans les locaux de la coopérative, et fiscalement, il est complètement cohérent de dire qu'ils ont un avantage en nature. Ils ne payent pas de loyer à une société dont ils sont actionnaires et administrateurs. Ben oui, cette absence de paiement des loyers, c'est un avantage, et on peut taxer l'avantage en nature, ce qui devient fou. Vous ne payez pas de loyer, mais vous êtes taxé. Mais s'ils avaient, et ce n'est pas un reproche, mais s'ils avaient fait les choses comme il faut originairement, ils n'auraient pas eu ce problème. Si j'ai un droit d'habitat, j'ai un droit personnel, ce n'est pas un avantage.
puisque c'est un droit d'habitat que j'ai le droit d'habiter, donc il n'y a pas d'avantage. S'ils avaient payé un loyer, ne fût-ce que modeste, dans un système où on paye un loyer à la coopérative qui fait des dépenses pour tout le monde, qui revient pour finir au même, il n'y aurait pas eu ce problème. Donc l'utilisation de la forme sociale, donc de la société, est très intéressante, je le dis, mais à condition de bien le faire. Et là, inversement, il faut faire attention d'utiliser les bons prestataires. Il y en a plein, c'est pas paquet, il y en a beaucoup, mais qui voient bien l'aspect fiscal attaché à l'immobilier. Parce que mettre des immeubles dans les sociétés, c'est connu. Les personnes privées, quelqu'un qui ne fait pas d'habitat groupé, beaucoup de gens achètent des maisons dans des sociétés. C'est intéressant pour une série d'avantages, mais il faut faire attention aux inconvénients. Voilà, donc il faut faire attention. Dernière chose peut-être à dire sur l'habitat groupé en coopérative, je pense que c'est le mode qui règle le mieux le phénomène intergénérationnel. À Saint-Denis, on a des gens depuis 35, je disais, jusqu'à 85, 84, je ne sais plus, enfin peu importe. Donc la tranche est relativement large. Les questions de succession sont assez faciles à régler. Donc il est assez facile de mélanger les générations. Pourquoi? Si on ne règle pas la question de la succession, la génération qui vieillit, elle veut transmettre. Elle ne veut pas conserver. Souvent, elle panique, plus elle se rapproche d'un moment où l'échéance lui apparaît possible. Elle veut vendre, elle veut réaliser, et donc ce phénomène intergénérationnel suppose que chacun y ait sa place, ce que dans une société il est possible de faire, mais que chacun n'ait pas les peurs qui sont attachées à son état d'âge. Et donc, à Saint-Denis, encore une fois, ce système permet plus ou moins d'organiser les successions de manière assez adéquate et donc de résoudre ces difficultés. Voilà, donc vous avez deux modèles, celui que je viens de vous expliquer, et je crois que j'ai plus ou moins passé le temps que l'on souhaitait me confier, et le modèle qu'on vous expliquera tantôt, qui est la copropriété plus classique, ou la propriété classique même, elle n'est pas nécessairement copropriété. Par philosophie, parce qu'on pense que les locataires ont du mal de s'intégrer dans un projet qui n'est pas le leur, puisqu'ils y sont de manière temporaire, ou aussi parce qu'on a pris des locataires temporaires. On aurait pris des locataires qui disaient qu'ils voulaient rester 20 ans, peut-être le raisonnement n'était pas le même, voilà, mais chez nous en tout cas, il y a des locataires, et il y a donc un statut particulier pour les locataires. Ils ont des parts B, donc dans une coopérative, on peut faire des parts A, des parts B, des parts C, qui ne donnent pas les mêmes droits, mais qui donnent quand même à chacun des obligations ou à chacun des possibilités de participation. Donc oui, on peut faire de la location, c'est pas du tout antinomique. Quand on fait de la location, il faut faire attention, ça me permet de dire ça en 2 secondes, au statut fiscal de la société. C'est-à-dire qu'une société, normalement, est taxée à l'ISOC, l'impôt des sociétés, qui est un impôt sur les revenus à 33%. Les revenus des loyers sont des revenus. Mais on peut aussi choisir, c'est très peu connu mais on peut le faire, ce qu'on appelle l'impôt des personnes morales, qui est en fait le même impôt que celui des ASBL. Celui qui a déjà géré une ASBL sait qu'une ASBL en fait ne paye que très peu d'impôts, puisqu'elle ne paye pas d'impôts sur le revenu, les loyers, elle paye des impôts sur le patrimoine, mais de manière particulièrement faible. Donc, il vaut mieux, lorsqu'on fait une coopérative, par exemple, être taxé à l'IPM, l'impôt des personnes morales, ce qui alors évite des impôts sur les loyers. Donc, il y a aussi cette considération à avoir. Mais on peut parfaitement louer en coopérative. La réponse est assez simple, c'est une bonne question. À savoir que les banquiers, effectivement, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est hypothéquer la pleine propriété. Ils ne veulent pas quelque chose. Un banquier n'est pas une œuvre de charité. Je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, mais c'est comme ça. Ce qu'il veut, c'est... Oui, enfin, c'est un peu plus que d'autres, mais ce qu'il veut, le banquier, c'est que si on ne le paye pas, il récupère à coup sûr 100% du prêt qu'il a fait. Donc, il ne veut aucune limite dans la capacité de réaliser. Alors, en fait, ce qu'il faut donner en garantie aux banquiers, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est la pleine propriété. Il faut donc à la fois que la coopérative donne un mandat et un actif, enfin, une affectation hypothécaire, pour comprendre des termes techniques, enfin, pour des non-techniciens, acceptent que ce qui appartient à la coopérative, qui est donc 100% de la propriété moins le droit d'habitat, qui est un mini-usufruit. Le droit d'habitat, dans le droit d'habitation dans le Code civil, c'est un petit usufruit. Eh bien, un usufruit, ça vaut 20% de la propriété ou 30% de la propriété. Il y a 100%. Celui qui a 70%, la coopérative, donne une affectation hypothécaire et l'habitant donne en affectation hypothécaire le droit d'habitat. À partir de là, le banquier a 100%. Ce qu'obtient la coopérative en garantie auprès du banquier, c'est qu'il y a un droit de préférence. Ça veut dire qu'à tout moment, en cas de réalisation, elle peut racheter pour la valeur du prêt. Et à ce moment-là, elle a un outil de discussion.
Donc effectivement, on ne sait pas à la fin du système, pour aller jusqu'au bout de votre idée, lorsqu'on emprunte à la banque, empêcher la banque d'imposer une vente publique. Dans aucun système, que ce soit la copropriété classique ou que ce soit la coopérative, s'il y a un habitant qui finit par ne pas payer et qui, son banquier le dénonce, le banquier ira toujours jusqu'au bout et il vous imposera peut-être quelqu'un que vous ne voulez pas. Simplement, ce que l'on peut faire, c'est modaliser ça le mieux possible. Et de ce point de vue-là, de cette modalisation-là, que ce soit une copropriété ou que ce soit une coopérative, ça revient au même. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre une garantie sur le banquier pour éviter qu'il... Enfin, garantie. Modaliser l'action du banquier pour éviter qu'il vende dans des conditions qui sont déplorables pour l'habitat groupé. C'est arrivé, je connais des habitats groupés, je dirais en copropriété, où ils ont, pour finir, explosé, entre guillemets, par le fait d'une vente publique suite à un divorce d'un immeuble. Parce que alors là, c'est Tartampion qui arrive, qu'on n'a rien à foutre du projet, et ça, vivre avec un corps ennemi à l'intérieur de quelque chose qui est positif, c'est particulièrement complexe. Hein, voilà. Mais donc, je veux dire, ce n'est pas... Techniquement, j'ai répondu à votre question, mais philosophiquement, les deux ne sont pas distinguables de ce point de vue. On a toujours le même problème parce qu'on a un tiers qui veut être payé. Tout. Merci. Est-ce que tout le monde a compris? Je peux répéter. Alors, je répète. Sans ça, on les laisse, on leur donne une banane. Alors, simplement, Ils s'amusent pendant ce que dit monsieur le notaire, c'est que à la fin, il faut toujours qu'un banquier ait 100% de garantie. Que ce soit en copropriété pour faire plus court ou en habitat groupé, on est toujours obligé de lui donner 100%. En coopérative, on va diviser en deux les 100%. L'habitat et la coopérative qui donne des droits. En copropriété, la personne tout seul qui donne des droits. Mais ça revient au même. À la fin, le banquier qui réalise l'immeuble parce qu'on ne le paye pas, il réalise l'immeuble, il veut le vendre en vente publique réelle, sans quoi il ne prête pas. Hein? Donc, dans une copropriété, vous diriez au banquier, tu ne peux pas vendre parce que je veux pouvoir rester dans mon habitat groupé sans tiers que je ne connais pas, ben le banquier ne vous prête pas. C'est la même chose. Hein? On est obligé d'être, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, à poil face au banquier, parce que le banquier, il veut 100%. Il ne veut rien de moins que 100% de sécurité de récupérer ses sous. Voilà. Par rapport aux banquiers qui... En général, alors c'est une question de timing, si vous voulez. Quand on est au début d'un habitat groupé en coopérative, ça ne se pose pas parce qu'en général, c'est la coopérative elle-même qui a hypothéqué la totalité du bien pour financer le gros de l'acquisition. Les personnes privées ont parfois apporté des fonds sans hypothèque ou ont pris des hypothèques sur le droit d'habitat pour financer la valeur du droit d'habitat. Voilà. Donc au début, ça ne se pose pas parce que c'est 100% de la valeur. Quand on prend Saint-Denis-Ménan après 35 ans, évidemment ça se pose, parce que les valeurs des immeubles ont complètement explosé en 30 ans, chacun y a fait des travaux en 30 ans, et troisième aspect des choses, l'hypothèque elle est remboursée depuis bien longtemps sur le bâtiment originaire. Les 12 millions originaires de francs belges, ils ont été remboursés, je ne sais pas, en 10 ans par exemple, on est 30 ans plus tard. Donc à ce moment-là, effectivement, on va réaliser une opération de financement dans laquelle il peut y avoir de nouveau une hypothèque qui est prise. Non. Oui, non, c'est un habitat joué 20 familles, mais nous avions, nous, une option très multi-professionnelle, multiculturelle, multi-orientation sociologique ou politique. Donc il y a des gens de tous les bords, des gens de tous les métiers, avec des manuels, des intellectuels, il y a de tout. Voilà, j'aurais essayé de faire en sorte de garder cette harmonie de diversité, y compris générationnelle. Et donc non, c'est en commun. Je veux dire, face à ces difficultés de s'organiser, ça fait peut-être 15 ans qu'on en discute régulièrement, hein, mais je veux dire qu'il n'y a pas quelqu'un en particulier qui est en charge de ça. Chacun y apporte sa contribution. Il se faisait que j'étais juriste, ça a certainement aidé, mais j'aurais pas été là, ils auraient été voir un autre notaire, un autre... voilà, donc ce n'est pas particulier parce qu'on est 20. La coopérative se transforme facilement en habitat, en copropriété. Nous, dans nos statuts, il y a une clause de sortie qui permettrait assez facilement de repasser en copropriété si on le voulait. L'hypothèse inverse, une copropriété qui deviendrait une coopérative, est assez complexe à faire pour des raisons fiscales. C'est-à-dire que les opérations d'apport d'immeubles coûteraient, dans le cas d'espèce, 12,5%, plus éventuellement une taxation de la plus-value en personne physique, en cas d'apport. Donc c'est quasiment impossible à faire en pratique, puisque 12,5 plus les frais de notaire, plus une taxation,
on ne va pas payer 2 fois sa maison. Enfin, là, on est plutôt pragmatique, on parle de sa maison, on ne parle pas d'un placement. Mais non, l'hypothèse que vous citez, une troisième hypothèse, qui est qu'on peut très bien acheter en coopérative un gros habitat à transformer, en apportant, en donnant à chacun un droit d'habitat, dont la valeur du droit d'habitat est payée par les travaux que chacun fait. Parce qu'il y a encore une question que je n'ai pas eu le temps d'aborder, il y en a plein évidemment, mais c'est, vous avez un habitat groupé, comme Saint-Denis d'ailleurs, c'était quelque chose de vierge. C'était une vieille abbaye qui avait été abandonnée, c'est une vieille usine à coton, après avoir été une abbaye jusqu'en 1789. L'usine avait flambé, donc tout était relativement, à part un bâtiment, mais peu importe les détails, dans un mauvais état. Chacun y a fait des travaux. Comment on est passé de 12 millions à 350 millions, mais par à peu près 150 millions de travaux que les gens ont fait de leurs mains, ou 200, enfin peu importe, de leurs mains. Bon. Et on peut très bien rémunérer ça. C'est-à-dire on peut très bien dire, ça c'est la valeur du droit d'habitat. Tu es titulaire d'un droit d'habitat, tu es titulaire d'un droit d'amphithéose, parce que tu as fait ça. On peut aussi faire une copropriété. La coopérative est propriétaire du vieux bâtiment, et puis les aménagements individuels, eh bien, ils sont ce qu'on appelle l'accession. Hein, c'est quand on devient... Est-ce que quand vous allez dans un bâtiment comme ici, je vais complètement le transformer de l'intérieur et mettre de l'or partout, à qui appartient l'or que je vais mettre dans ce bâtiment? Au propriétaire ou à moi? Si je ne dis rien, c'est au propriétaire. Si je dis quelque chose dans l'acte, c'est à moi. Eh bien, je peux donc faire une copropriété dans une coopérative. À savoir, la coopérative est propriétaire du bâtiment, mais les aménagements intérieurs m'appartiennent. Et ces aménagements, ils ont une valeur que je peux revendre en tant que tel. Donc il y a plusieurs possibilités de combiner. Tout dépend de comment les gens veulent le faire, avec quels moyens financiers. Hein, est-ce qu'ils mettent beaucoup de sous, pas beaucoup de sous, voilà, donc c'est une question d'étude individuelle du dossier. Alors la SBL n'est pas véritablement faite pour ça, parce que c'est une association sans but lucratif qui doit avoir une action. Et détenir un immeuble pour ses membres, ce n'est pas véritablement son but. On peut l'imaginer parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle des ASBL, mais on va dans un mouvement juridique depuis 10 ans et qui va s'accentuer. On va contrôler les ASBL et les requalifier si jamais on n'est pas en ASBL. Globalement, ça revient au même sauf 2 choses pour finir. Donc le premier obstacle est la qualification. Le premier obstacle, c'est qu'en ASBL, on n'est pas propriétaire de parts. Donc on est membre. On a un papier qui dit qu'on est membre, mais on n'a pas une part sociale. Or, avoir une part sociale lorsqu'on investit dans quelque chose, c'est un minimum quelque chose. Ce qui veut dire que l'exclusion d'une coopérative entraîne qu'on vous rembourse, l'exclusion d'une ASBL n'entraîne pas qu'on vous rembourse. On exclut un membre d'une ASBL, on lui dit bye bye, il a droit à rien. On exclut un membre d'une coopérative, on doit lui payer la valeur que les statuts ont dit, qu'est la valeur de son bien pour faire court. Deuxième obstacle, c'est que les ASBL ne sont pas structurés juridiquement d'une manière aussi performante que le sont les coopératives. Un exemple, on peut en prendre 10, mais pas beaucoup de temps. Dans les coopératives, on a un grand avantage qui est que tous les gens peuvent rentrer sans jamais changer les statuts. C'est ce qu'on appelle le capital variable. Donc on peut augmenter le capital ou diminuer le capital sans qu'il n'y ait de grandes difficultés. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans un habitat groupé, parce qu'on commence à 3. Il y a 3 lots. Mais il y a encore 2 lots possibles. Et bien, on va rentrer à 3. Il y en a un 4e qui rentre, on augmente le capital, on lui donne des droits. Il y en a un 5e qui rentre, on augmente le capital. Le 5e s'en va, on diminue le capital. Ça me permet de dire ça, c'est que quand on sort un membre d'habitat groupé en coopérative, qui est-ce qui peut payer éventuellement? Ça peut être la collectivité, puisqu'on diminue le capital. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que s'il y a 4 personnes dans une copropriété qui doivent racheter le 5e, chacun doit s'endetter d'un quart pour arriver à payer le 5e. Dans une coopérative, on peut faire autrement. On va à la banque demander un emprunt sur la totalité des lots. Chacun ne s'engage pas personnellement, même s'il est engagé. Enfin, hein, et c'est la société qui rembourse le montant qui est dû au 5e et qui devient propriétaire du lot. Donc c'est très très différent sur le plan juridique. Dans un des cas, il y en a 4 qui vont être pour un quart propriétaires en l'ayant payé et en remboursant un prêt hypothécaire. Dans l'autre cas, c'est la société qui aura le prêt et c'est la société qui aura le 5e lot dans mon exemple, qui pourra le donner au suivant qui augmentera le capital. Donc la SBL n'est pas un outil idéal. Pourquoi pas? On peut l'imaginer, mais ce n'est pas parfait.